Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse plus particulièrement ici aux personnes qui n'auraient jamais entendu parler d'Anne-Marie Javouet, une figure populaire de la Guyane. Elle a fondé en 1807 la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et en Guyane, entre 1836 et 1843, le village de Mana, qui compte aujourd'hui 8000 habitants. En fondant Mana, Anne-Marie Javouet a sincèrement voulu contribuer à la cause de l'émancipation. Et pourtant, elle a eu des esclaves. C'est un paradoxe. La bonne mère Javouet est une figure plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, et ce paradoxe est une sorte de miroir grossissant de son action à Mana. En cherchant à en dégager les clés, je n'ai pas cherché à la justifier de quelque manière que ce soit, mais à comprendre sa logique à elle dans le contexte où elle a vécu. La majorité des esclaves de Mère Javouet sont arrivés en 1830. À cette époque-là, elle a de gros soucis. Elle a fondé un établissement en 1828 sur les bords de la Mana, là où existe le village actuel. Elle y est arrivée avec 86 personnes, dont 32 religieuses et 28 jeunes hommes célibataires. C'est surtout avec eux qu'elle a eu des problèmes, au point qu'ils ont fini par partir. Posséder quelques esclaves a été pour elle une bonne solution de remplacement. C'est ce qui est écrit dans les ouvrages existants, et c'est juste jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Car dans la logique de l'esclavagisme colonial, cette affaire commence par une anomalie. Parmi les esclaves de Mère Javouet, vous avez une quinzaine de grands marrons qui ont cherché refuge dans l'établissement et qu'elle a acheté. Sept autres viennent d'une habitation du nom d'Austerlitz. Margaret Tanger l'a évoqué hier en parlant d'un esclave grand marron torturé à mort. Des esclaves ont témoigné contre Saturnin Prusse, leur maître, mais comme celui-ci a bénéficié d'un non-lieu, le gouverneur Jubelin n'a pas voulu que ces esclaves retournent chez lui. Il a demandé à Mère Javouet de les acheter et elle a dit oui. 8 autres viennent du chantier de bois de Lacarouani près de Lamana. Suite à sa fermeture, en 1830, Pierre Martin, le chef de chantier, quitte la région, il les lui propose et elle dit oui. Vous remarquez que Mère Javouet ne choisit jamais ses esclaves. Elle achète ceux qui se présentent et qui sont en général plutôt en mauvaise posture. Certains, en plus, sont en mauvaise santé. Elle achète notamment 2 lépreux et une femme mourante. Mère Javouet n'achète pas à la façon d'un habitant soucieux avant tout de ses affaires. Là est l'anomalie. Dans l'établissement, tout va bien. Tout le monde s'entend bien, mais la question reste entière. Elle a acheté des esclaves. C'est la suite de l'histoire qui nous apporte la première clé. En 1833, elle rentre en France. Pendant son absence, en effet, il y a eu la révolution de juillet 1830. Elle ne reçoit plus de subventions. Elle veut voir le ministre et son directeur des colonies. Elle arrive à Paris le 15 août 1833. Elle y retrouve 2 amis. Le premier est le baron Roger. C'est un adepte des Lumières, des idées de Jean-Jacques Rousseau, et c'est aussi un abolitionniste de la première heure. Or, elle le retrouve à un moment crucial. Les Anglais ont décidé d'abolir l'esclavage dans leur colonie avec un début d'application le 1er août 1834. Tout ceci dynamise le mouvement abolitionniste français. Il naît une société abolitionniste. Roger est un pilier de cette société. Il présente à Mère Javouet un autre militant très engagé et très célèbre, le poète récemment élu député, Alphonse de Lamartine. Lamartine invite Mère Javouet à parler à la société abolitionniste de son expérience positive avec ses esclaves. De son côté, le gouvernement, sous la pression abolitionniste, décide de faire un geste. Vu cette réputation de Mère Javouet, de femme aimée de ses esclaves, il décide de lui confier une catégorie particulière d'Africains qui vivent en Guyane depuis quelques années. Ils ont été victimes du trafic négrier illégal. Par la loi du 4 mars 1831, ils ont été libérés, puis engagés pour 7 ans afin d'être préparés à la liberté.
Elle doit les prendre en charge pour les dernières années de leur engagement, en 1838, 7 ans après la loi pour la majorité d'entre eux. Le temps de négocier et de revenir, elle est de retour à Mana en mars 1836. On peut concevoir que Mère Javoué, en 1830, n'ait pas bien compris ce qu'était l'esclavage. Sa seule expérience coloniale avant la Guyane a été le Sénégal, entre 1822 et 1824. On y trouve alors quasiment pas de plantation, et elle a vu aussi des Africains posséder des esclaves. Cette paysanne pouvait penser que les esclaves étaient des domestiques à la mode du pays ou à la mode coloniale. Les cas de cruauté, elle pouvait aussi les imputer à des maîtres indignes. Après tout, en France aussi, il y avait des paysans qui pouvaient être très durs avec leurs serviteurs. Donc, que les distinctions ne soient pas très claires dans sa tête est quelque chose de plausible. Mais quand elle retourne en Guyane, ça n'est plus le cas. Elle a discuté avec les abolitionnistes. Elle a compris qu'un esclave, ce n'est pas n'importe quel domestique. Et elle-même est très motivée pour faire avancer la cause de l'émancipation. Il n'y a pas de doute là-dessus. De retour en mars 1836, elle n'affranchit pas ses esclaves. Mais dans l'immédiat, cela aussi peut se comprendre. Quand elle arrive, l'établissement ne compte qu'une centaine de personnes. Sa population est multipliée par 5 avec l'arrivée de tous les libérés engagés. En 1838, l'établissement ressemble à ceci, avec 150 maisons en plus sur 3 allées et beaucoup de terres aménagées. C'est un schéma que j'ai réalisé laborieusement en croisant beaucoup de sources, car elle-même n'a fait aucun plan, faute de temps. Elle n'a pas le temps non plus de faire des démarches administratives pour des affranchissements. L'urgence, c'est loger et nourrir, et pour le reste, on verra après. Mais arrive 1838. 169 engagés sont libérés définitivement. C'est une forte majorité. Et en août, le gouverneur vient à Mana. C'est le moment d'en profiter pour affranchir les esclaves. Elle ne le fait pas. Mais elle fait quelque chose d'autre. Elle les libère et les engage pour 7 ans. Elle s'approprie, qu'en penseront les juristes, elle s'approprie la loi du 4 mars 1831. Elle les met d'office dans le régime des autres Mananais alors qu'elle aurait pu les affranchir. Aujourd'hui, cela nous choque. À l'époque aussi, il y a des gens qui se sont choqués. Ce sont les esclavagistes. Les grands habitants de Cayenne sont furieux. Ils auraient préféré que Mère Javoué utilise l'ordonnance royale du 12 juillet 1832 qui facilite les affranchissements. Ils auraient préféré cela puisqu'en société coloniale esclavagiste, le maître se considère tout puissant sur son esclave au nom du droit de propriété. S'il veut lui donner la liberté, c'est sa décision souveraine. Que Mère Javoué affranchisse ses esclaves aurait été dans l'ordre esclavagiste des choses. Le problème est qu'elle a utilisé une loi. Une loi, c'est la manifestation du pouvoir de l'État, donc une intrusion dans le pouvoir du maître, donc une faille dans le système esclavagiste. Mère Javoué, en agissant comme elle l'a fait, n'agit pas en esclavagiste, elle agit en partisane de l'émancipation graduelle. C'est la première clé du paradoxe, mais comment y est-elle venue? Pour répondre, je vous citerai le passage d'un roman écrit par son grand ami Roger. Ce roman, réédité il y a 3 ans, s'appelle « Kélédor ». Il est paru en 1828, un an après le retour de Roger du Sénégal, où il était gouverneur. Dans ce roman, il défend sa conception du colonialisme. Kélédor, qui donne son titre au roman, est un jeune Africain, très bien élevé, qui un jour se retrouve kidnappé et envoyé aux îles. Par chance, il arrive chez un maître philosophe, Dom Pereiras. Et voilà comment ce jeune esclave décrit son nouveau lieu de vie. L'accord de la philosophie et de la religion portait ses fruits. L'union, la paix, l'ordre, un air habituel de contentement régnait dans cette maison riche mais non fastueuse, simple, au milieu d'une honorable abondance. Grâce au bon esprit, aux vues élevées de Dom Pereiras, grâce à l'excellente direction qu'il donnait lui-même à son établissement, au lieu de s'en rapporter à des agents, tout s'y faisait régulièrement,
avec aisance et sans effort. Jamais grande famille ou petite république ne fut mieux organisée, ne se suffit mieux à elle-même. On n'entretenait presque aucune communication à l'extérieur. Les malades étaient sûrs des soins les plus touchants. Donna Luisa, Madame Pereiras, accompagnait, suppléait souvent le chirurgien à l'infirmerie et pansait elle-même les plaies. Avec un maître et une maîtresse pareils, quel est d'or, écrit Roger, est un esclave content. Alors vous enlevez la philosophie, gardez la religion, et vous avez toutes les caractéristiques de l'établissement de Mère Javoué. Mais la grande famille ou petite république de Roger renvoie irrésistiblement à son inspirateur illustre, Rousseau, et comme les archives de Roger montrent sa passion pour lui, j'ai remonté la piste et retrouvé cette description d'une propriété avec maître et serviteur, et vous allez la reconnaître très vite. Il n'y a jamais ni mauvaise humeur, ni mutinerie dans l'obéissance, parce qu'il n'y a ni hauteur, ni caprice dans le commandement, qu'on n'exige rien qui ne soit raisonnable et utile, et qu'on respecte assez la dignité de l'homme, quoique dans la servitude, pour ne l'occuper qu'à des choses qui ne l'avilissent point. Ils, les serviteurs, savent bien que leur fortune la plus assurée est attachée à celle du maître et qu'ils ne manqueront jamais de rien tant qu'on verra prospérer la maison. En la servant, ils soignent donc leur patrimoine et l'augmentent en rendant leur service agréable. C'est là leur plus grand intérêt, mais ce mot n'est guère à sa place. Tout se fait par attachement. Vous avez reconnu Clarens, la demeure de M. de Volmar et son épouse Julie, la nouvelle Héloïse. Telle est la maison idéale décrite par Jean-Jacques Rousseau. Donc, à Clarens, les serviteurs sont des serviteurs contents, et chez Dom Pereiras, Quélédor est un esclave content, qu'on soit dans ou hors l'esclavage, tout le monde est content. Ce sont de telles idées que Mère Javoué a assimilées lors de son séjour à Paris et de ses échanges nombreux avec Roger. Mais elle est aussi et surtout une religieuse. Roger peut la convaincre, mais il le peut d'autant plus que ce qu'il dit s'accorde avec sa pensée de religieuse. Ici, je convoque l'autre ami qu'elle revoit aussi à Paris. C'est un prêtre. Il s'appelle Henri Baradère. À l'époque, il a le projet de partir à Haïti. Elle l'appelle l'apôtre de Saint-Domingue. C'est le seul prêtre des colonies auquel elle donnera jamais ce titre. Mais dans le paysage religieux français de l'époque, Baradère n'est pas n'importe qui. En 1831, il a fait scandale en organisant, avec un autre ecclésiastique, des obsèques religieuses à l'abbé Grégoire, dont il est par ailleurs l'exécuteur testamentaire. Baradère est ami de Grégoire depuis au moins 15 ans et chaud partisan de ses idées. Comme Roger, Baradère a aussi des échanges forts avec Mère Javoué. C'est par lui que je me suis sentie autorisée à explorer la piste Grégoire. Et précisément en 1814, pour argumenter en faveur de l'émancipation, Grégoire publie un livre intitulé « De la domesticité chez les peuples anciens et modernes ». Il y oppose l'esclavage, un fruit de la violence et de la guerre et un abus de la victoire, à la domesticité, fille de la justice et de la liberté. Mais curieusement, dans son titre, il n'y a pas le mot esclavage. Il y oppose le passé et le présent, là où nous aurions établi une autre distinction entre le serviteur libre, le domestique, et le non libre, l'esclave. Nous mettons l'accent sur le statut du serviteur, alors que lui, qui est tout autant que nous ennemi de l'esclavage, oppose des époques. Nous n'avons pas la même grille de lecture. Alors, quelle est sa grille de lecture? Elle se cache derrière ce mot-là. La première époque que Grégoire mentionne
est l'époque des Hébreux. Il dit « Les dispositions des lois hébraïques dictées par la charité présentent un contraste touchant avec la férocité des lois et des usages modernes concernant l'esclavage dans les colonies européennes. Pour Grégoire, la bonne époque commence avec les Hébreux, comprenez avec l'Ancien Testament, première partie de la Bible du christianisme, et son Dieu qui prône la charité, comprenez l'amour du prochain. Il oppose le temps de la charité à celui de la férocité, c'est-à-dire la violence qui pour lui commence avec le trafic négrier et se continue dans la plantation où elle est tout à fait légale. Pour Grégoire, le nœud du problème s'appelle donc charité. Voilà le point commun. Mère Javoué parle, elle, du Dieu charité. Et ces lettres s'accordent avec ces lignes dans lesquelles Grégoire reprend à son compte un propos de Sénèque s'adressant au maître. Dieu se contente d'être aimé, que cela te suffise. Ils sont esclaves, mais ils sont hommes, ils sont d'humbles amis. L'estime ne doit pas se mesurer sur la nature des fonctions, mais sur les mœurs. Ce mot « fonction » renvoie au statut du maître et, si l'on peut dire, celui de l'esclave, et ce n'est pas le mot qui compte en premier. Ce qui compte en premier, ce sont les mœurs. Si le maître a bon esprit et des vues élevées, de la bienveillance, comme dit Rousseau, s'il est habité par la charité chrétienne, bref, s'il est un bon maître, il sera aimé de son esclave. Rousseau écrit « Tout se fait par attachement du serviteur ». Et Grégoire dit que le bon maître est celui qui a captivé l'attachement du serviteur. Vous voyez les mots, captiver l'attachement. Et pourtant, là est la résolution du problème, pour eux, de l'esclavage, car un esclave ami est un esclave consentant. Deux mots qui sont contradictoires, puisque le consentement est la manifestation de la volonté personnelle. Mais là est la passerelle. L'esclave consentant rend l'esclavage inutile et peut changer de fonction. Pour parler comme Grégoire, il devient serviteur libre. Et voilà comment, grâce à des bons maîtres qui graduellement gagnent la confiance et l'amitié de leurs esclaves, l'esclavage peut disparaître de lui-même. Dans cette logique, le bon maître est l'avenir de la colonisation post-esclavagiste. Pour comprendre comment des gens sincèrement hostiles à l'esclavage ont raisonné comme ça, il faut avoir à l'esprit le fait que si pour eux le principe de la liberté existe, il existe dans une société qui reste fondamentalement divisée entre des maîtres et des serviteurs, c'est-à-dire une société inégalitaire. C'est cette conviction inégalitaire qui crée une sorte de porosité entre l'esclave et le serviteur libre. Le bon maître, agit en père de famille. Roger, Rousseau et Grégoire sont d'accord là-dessus. De son côté, Mère Javoué le dit, le clame et le répète, elle est une mère de famille. Et quand elle a acheté ses esclaves, elle l'a fait en mère de famille. Et c'est pour cela qu'à son arrivée à Paris, en 1833, elle intéresse hautement les abolitionnistes. En bonne mère de famille qu'elle est, ils voient en elle, ils espèrent, l'exemple type du bon maître. Elle est donc très soutenue. Mais les années passent. Et à partir de 1840, elle perd le soutien des abolitionnistes. Pourquoi? Ce sont ces esclaves qui nous mettent sur la piste de la seconde clé du paradoxe. Je le dis en deux mots pour gagner du temps, en dehors de quelques pièces de bois vendues à Cayenne, les esclaves ne cultivent que des vivres, comme ce sera le cas avec tous les libérés engagés arrivés en 1836. Mana n'a pas le profil de la plantation coloniale post-esclavagiste. C'est une déception pour ses amis abolitionnistes. Mais imaginons qu'on ait pu photographier les esclaves à l'époque où ils le sont encore.
Dans la bâtie des sœurs, on n'aurait pas vu que. Il y a aussi les sœurs. Esclaves et religieuses travaillent ensemble pour assurer leur commune autosuffisance. Enfin, autosuffisance jusqu'à un certain point. On achète un peu à mana. Vous voyez donc qu'en travaillant avec elles et pour elles, les esclaves travaillent aussi pour eux. On n'est pas dans une logique de travail esclavagiste où les esclaves travaillent pour le maître. À cela s'ajoutent des conditions de vie identiques. Même nourriture, même hébergement, un grand carbet pour les esclaves, un grand carbet pour les sœurs. Les soins sont aussi les mêmes pour tous, et tous ont le droit de profiter de l'école. Mère Javoué ne vit pas et n'agit pas comme les autres bons maîtres. Eux se disent pères de famille, mais ils vivent mieux que leurs serviteurs ou leurs esclaves. Elles ne partagent pas leur conception de la famille, constituée par le maître et ses serviteurs. Sa conception de la famille, à elle, n'est pas idéologique. La famille est pour elle quelque chose de concret. C'est la deuxième clé. Dans une famille digne de ce nom, il est inconcevable que des parents vivent mieux que leurs enfants. Et la conséquence en est ce qui constitue la singularité de Mana, la condition partagée. Et elle est d'autant plus partagée que Mère Javoué, comme toutes les sœurs, ont fait vœu de pauvreté. Ceci me conduit directement à ma troisième et dernière clé. Cette clé est d'une autre nature. Elle astreint à reconsidérer les deux autres. Le gradualisme, la première clé, se justifie aussi par le fait que Mère Javoué veut avoir le temps de christianiser ses esclaves. On n'est pas dans la même configuration que ce qui a été dit précédemment et évoqué par Caroline. Cette entrave à la liberté au nom de la religion aujourd'hui nous choque. Elle heurte de plein fouet la liberté de conscience. Mais ici, je donne la parole à Baradère, ami de Grégoire, au moment où il fait connaissance de Mère Javoué. En août 1820, à 26 ans, il a été nommé préfet apostolique de la colonie de Sénégal. Comme les sœurs de Saint-Joseph y sont implantées depuis 2 ans, il décide de rendre visite à la supérieure générale. Il se rend donc à Bailleul, dans l'Oise, là où elle se trouve à cette époque. Il fait allusion à leur entretien dans une lettre de mai 1821. Il dit que Mère Javoué partage entièrement ses vues sur l'évangélisation des Africains. Mais observez bien en quels termes il les mentionne. Ce sur quoi donc ils étaient d'accord. Alors ces Africains, ce sont ces hommes qui sont aussi nos frères et qui ont à notre pitié et à notre commisération des droits tout aussi constatés que ceux des habitants de Brest et des autres villes de France. Des droits tout aussi constatés. Voyez, nous ne sommes pas dans le même monde. Maintenant, on reproche aux missionnaires de ne pas avoir respecté les religions des Africains. Mais je puis vous assurer qu'un Baradère et une Mère Javoué en seraient tombés des nues. Permettez-moi de rappeler leur point de vue d'une manière sommaire, et je m'en excuse. Dieu aime tellement ses enfants qu'il a eu l'idée de se faire homme comme eux, en la personne du Christ. Incarné dans le Christ, il a accepté de souffrir autant qu'eux, jusqu'à en mourir. Mais lui est ressuscité. C'est extraordinaire, une formidable espérance, c'est la bonne nouvelle, en grec, évangélion, l'évangile. Et les Africains n'auraient pas le droit d'être informés de l'évangile, alors qu'à Brest et les autres villes de France, ils ont ce droit. Au nom de leur fraternité avec le Christ et avec les autres enfants du Père commun, ils ont donc tout autant ce droit que les Européens, mais comme eux, il faut pour cela qu'ils reçoivent une formation par le catéchisme, une préparation au sacrement et une éducation pour mener une vie de bon chrétien qui aime son prochain. Les esclaves de Mère Javoué sont donc d'abord et avant tout des néophytes. Leur liberté est limitée, incontestablement, mais elle l'est comme celle d'une personne mineure, pas du tout comme celle d'un esclave. Regardez ce document. Bon, alors, il est bleu pour cause de clichés, hein. L'original n'est pas bleu.
Il s'agit de l'acte de naissance d'une petite fille, Louise Racamon. Louise est née le 2 février 1838 à Mana. L'un des deux témoins signe « réservé ». Il s'agit du menuisier Raphaël Réservé. Raphaël Réservé est un esclave, ex-grand marron. Il sait écrire, il signe dans le même registre que les libres et les engagés. L'état civil de Mana signale d'ailleurs aussi des mariages entre esclaves et libérés. Un agent du bureau des domaines de passage en avril 1838 a d'ailleurs été épouvanté parce qu'il appelait le pêle-mêle de l'état civil de Mana. Mère Javouet n'a pas du tout été impressionnée. Pour elle, tout cela, ce sont des statuts et positions sociales inventés par l'administration coloniale. Rien de tout cela ne fait le poids face à l'unique statut qui compte, celui de chrétien, le frère du Christ, Dieu fait homme. La troisième clé, la plus importante pour Mère Javouet, c'est le service de Dieu en ses enfants, frères du Christ, le Dieu incarné. Et ceci exige tous les sacrifices, comme une mère le fait pour ses enfants, et plus encore puisqu'elle est servante de Dieu en ses enfants. À sa manière, elle subvertit la notion de maître, et dans la foulée, celle de bon maître. Le Dieu charité de Mère Javouet est un Dieu de la charité maternelle et fraternelle. Les humains y sont tous égaux, parce que Dieu est leur Père à tous. Mère Javouet est profondément égalitariste, mais c'est une égalité en Jésus-Christ. Elle est aussi très attachée à la liberté, mais c'est la liberté d'être chrétien. Pour cela, elle a déchaîné sur elle les foudres des esclavagistes, elle a déçu les abolitionnistes, et un siècle et demi plus tard, dans une autre époque, elle a encouru le soupçon d'esclavagisme au nom d'autres grilles de lecture. En fait, il s'agit d'une femme qui ne s'insère pas dans la logique coloniale, mais qui s'en sert pour bâtir une entreprise conforme à sa croyance et à ses valeurs à elle, lesquelles procèdent de sa lecture à elle de l'Évangile, une lecture qu'elle assume avec une exigence et une cohérence extrême. Elle a pu faire ce qu'elle a fait, car son époque post-révolutionnaire n'a pas encore trouvé ses marques. Les idéologies ne sont pas encore source de blocs qui s'affrontent. Ce n'était pas facile pour autant, elle a énormément souffert par les esclavagistes et, il faut bien le dire, par le clergé de la colonie, très éloigné de partager son interprétation de l'Évangile. Épilogue. En 1848, les Mananais ont été consultés en vue des élections de mars 1849 à l'Assemblée législative. Ils ont proposé Anne-Marie Javouet comme future députée. On leur a dit que c'était une femme et que donc ce n'était pas possible. Alors ils ont répondu qu'ils n'avaient personne d'autre à proposer et nombre d'entre eux ont reporté leur voix sur Joannet, le candidat mulâtre, comme on disait. De ceux-là, les plus engagés ont été à Cayenne et en ont rapporté des papiers, aujourd'hui on dirait des tracts, des flyers, qui appelaient à voter Joannet. Et parmi eux, on retrouve l'ex-grand marron et ex-esclave de Mère Javouet, Raphaël Réservé. Merci.